Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va se parler à nouveau, mais cette fois-ci dans la version un petit peu plus test produit, du Metz OLED 55S A9. C'est un téléviseur, en fait j'ai été assez surpris, qui vous a pas mal interpellé. Sur la chaîne, vous avez été plus de 25 000 à regarder la vidéo de présentation. Je remets le lien ici, mais gardez-le un petit peu de côté parce que cette fois-ci, on va revenir un petit peu plus sur la partie test. Mais dans les grandes lignes, Metz est un constructeur allemand qui s'appuie sur un grand groupe chinois pour proposer des téléviseurs OLED. Alors c'est une marque à une distribution qui est très mince puisque au moment où je vous en parlais, sachez qu'il restait entre 4 et 500 pièces chez MDA qui est le réseau de distribution. Ce constructeur, il a le souhait de débarquer en 2021 avec des produits plus d'actualité, avec des nouveaux composants, des nouvelles connectiques, etc. Là aussi, je vais vous en reparler. Mais c'est en tout cas un modèle qui méritait qu'on s'y intéresse parce que Metz envisage dès l'année prochaine de concurrencer les géants et notamment de créer sa propre usine de fabrication de dalles OLED. C'est ça la vraie grosse information, c'est que si il atteint réellement cet objectif, on pourrait compter sur ce constructeur comme fournisseur de dalles. Alors ce qui ne va pas immédiatement remettre la position de LG en cause, qui LG Display, je vous le rappelle, livre l'essentiel des constructeurs de télé sur l'OLED, puisqu'ils fournissent à LG évidemment, mais aussi à Sony, à Panasonic et puis à Philips par exemple. Mais le souhait de Metz, c'est d'être capable de produire ses propres dalles OLED pour arriver avec des produits, avec du 55 pouces par exemple, aux alentours des 1000 €. Voilà, alors là avec ce modèle, on n'en était déjà pas très loin, mais vous allez voir qu'il a des forces et des faiblesses. On va juste se parler donc très rapidement des caractéristiques techniques. Elles étaient dans cette première vidéo que je vous incite à aller voir. J'en discutais, on échangeait justement avec Christophe Chancenay qui va être en charge de faire connaître et en tout cas référencer un petit peu plus cette marque et puis partager aussi avec l'Allemagne sur nos besoins, nos exigences en tant que Français et consommateurs de produits télé. Et donc du côté des caractéristiques techniques, c'était assez prometteur puisqu'on avait une dalle 10 bits, 100 Hz, de toute façon c'est une dalle LG qui est à l'intérieur, donc 10 bits, 100 Hz, un pic de luminosité annoncé à 800 candela par mètre carré, du HDR10, du Dolby Vision, donc on était sur un produit qui semble également assez complet, une télécommande Bluetooth, un système Android TV assez fluide, tout ça c'était vraiment la première impression que je pouvais en avoir, et puis surtout un design, et quel design, on est sur un système très joli, c'est un téléviseur qui est très propre, un pied ici métallique, vous pouvez aussi vous mettre de côté encore une fois la vidéo de l'assemblage du téléviseur puisque je faisais un unboxing, mais on a ici un pied métallique chromé qui est très séduisant et puis une barre de son avec un tissu acoustique. Donc voilà, vous avez vu encore une fois ces caractéristiques techniques s'afficher. Donc on était sur un produit assez prometteur. Donc vous avez été quand même nombreux à me poser des questions et ce sont des questions auxquelles j'ai essayé de répondre essentiellement dans les commentaires. Et en fait, si j'en ai pas mal temporisé aussi, ou en tout cas temporisé la publication de cette vidéo de test, c'est parce que vous savez notamment qu'en Allemagne, la situation sanitaire s'est grandement dégradé. Donc du coup, je ne vous cache pas que j'ai quand même pas mal de questions à poser, j'ai eu pas mal de questions à poser aux constructeurs, ça a été pas mal de petits allers-retours et il m'en manque encore. Sauf que comme vous êtes de plus en plus nombreux à me poser des questions, à me dire hey, quand est-ce que ça arrive, je sors le test et on va s'en parler. Bon, d'abord concernant l'ergonomie du produit, moi franchement ce téléviseur je le trouve assez joli. J'avais quand même un petit peu partagé mon point de vue en ce sens lors de la première vidéo. Le pied métallique, il est robuste, il est solide, on peut poser ses doigts dessus, forcément au bout d'un moment ça fera des traces, mais c'est tout à fait convenable, ça attire pas spécialement beaucoup la poussière. Le fait qu'il soit au ras du meuble avec cette barre de son, le tissu acoustique, les bords sont fins à l'avant comme sur les côtés, à l'arrière, etc. C'est un produit qui vraiment, j'ai envie de dire, ça respire la qualité. Cette inclinaison est un point aussi très intéressant, notamment, vous le savez, je reproche régulièrement les reflets, donc je pense qu'on sera sur un confort visuel aussi assez intéressant. Du côté de l'ergonomie, moi il y a quand même un petit truc qui me gêne, qui pour moi relève vraiment de l'erreur de conception plus que de la réelle contrainte, après tout, puisqu'en plus le téléviseur est vraiment au ras du meuble, donc vous ne verrez pas vos câbles derrière. En revanche, c'est ce fameux cache-câble, enfin ce cache pour le compartiment d'une partie de la connectique, c'est-à-dire que sur le côté, ici à gauche, on a une prise HDMI et puis les deux prises USB, et puis ensuite à l'arrière, on a deux autres prises HDMI,
puis même on a la prise réseau, l'antenne, etc. Et puis on a même des vidéos composites. Et donc si jamais vous avez une ancienne console ou une ancienne source vidéo, vous allez encore pouvoir utiliser ces signaux analogiques. Et donc on est sur ce mécanisme de cache qui vient se poser là, ok, pourquoi pas, sauf que non seulement il ne va pas protéger l'intégralité de la connectique, mais en plus il vient obstruer l'accès qu'on souhaite facile à la connectivité USB. C'est-à-dire que si on va vouloir venir brancher une petite clé USB pour diffuser des photos ou diffuser ou regarder une vidéo qu'on a rapidement transférée comme ça sur une clé, eh ben, le cache va nous en empêcher. En tout cas, si on l'a remis en place. Donc pour moi, les prises USB auraient dû être à l'arrière côté dalle, accessibles en permanence, et non pas derrière ce cache. Voilà. C'est un point que j'ai partagé de toute façon avec le constructeur. Et puis bon, il en a pris bonne note et maintenant il en fera ce qu'il veut, mais en tout cas c'est mon point de vue, c'est un petit peu dommage qu'il en soit ainsi. La télécommande, j'ai pu voir dans les commentaires qu'elle n'a pas fait l'unanimité, peut-être le côté un peu marron chocolat, si on peut dire. Ce qui est sûr, c'est qu'elle n'appelle pas de réelle critique. En tout cas, moi, voilà, c'est une télécommande qui est une télécommande Bluetooth, par ailleurs, qui répond bien. On a le bouton d'accès à la reconnaissance vocale, ça réagit bien, il y a un micro, elle n'est pas rétro-éclairée, on est quand même sur un produit à plus de 1000 €, donc on pourrait se dire, ok, pourquoi pas, mais très rares sont les constructeurs qui proposent des télécommandes rétro-éclairées. Donc voilà, donc c'est un choix en tout cas sur le côté couleur et côté conception qui n'est pas absurde, hein. On a quand même la touche de raccourci vers Netflix, vers Prime Video, donc c'est pas une télécommande sur cette partie ergonomie matérielle qui est franchement délirante, qui est désagréable à utiliser. Bon, franchement, j'ai pas eu cette sensation. Alors voilà pour la partie ergonomie matérielle. Et en fait, par rapport à d'habitude, je ne vais pas embrayer tout de suite sur la partie qualité de l'image, mais je vais plutôt vous parler de l'ergonomie logicielle de ce produit, parce que c'est ce qui fait que j'ai beaucoup temporisé la publication de ce test en vidéo. Pourquoi? Eh bien parce qu'il me manque vraiment beaucoup de choses. Même si Metz est un outsider, même s'ils débarquent, ils n'en sont pas leur première télé, ils débarquent chez nous, mais en Allemagne, ils connaissent un réel succès a priori de ce qu'on en dit. En tout cas, c'est une marque importante. Et donc, mon souci est quand même lié pas mal à cette partie ergonomie logicielle. Ça, c'est la fenêtre Android TV assez classique, avec l'accès aux fonctions. Et ensuite, eh bien, si je presse la touche menu de la télécommande, vous voyez, j'ai ici un menu qui s'affiche, qui me donne accès aux modes d'image, que sont vif, standard, sport, utilisateur et jeu. Pas de mode cinéma, premier défaut selon moi. Après, on peut considérer que Metz se dit que le mode standard est le mode cinéma. Et puis surtout, lorsqu'on est là, on se dit ah ouais, mais j'ai que ça comme menu. Et en fait, c'est assez étrange parce que, par exemple, là, je vais basculer sur la source HDMI 1. Donc là, j'arrive sur un écran de veille parce qu'il n'y a pas de source de lancer. Mais si je resélectionne à nouveau, si je presse à nouveau le bouton menu, vous voyez qu'ici, en fait, eh bien, ça a changé un petit peu. Voilà, on a toujours en mode vif, standard, sport, etc. On a le choix du menu audio qui, pour le coup, lui, eh bien, dans les menus audio, on a un mode film. Bon, voilà. Il y a une nouveauté, c'est ce petit plus ici qui me donne cette fois-ci accès au réglage TV. Et alors là, du coup, eh bien, je retrouve de nouveau quelques paramètres. Mais c'est quelques paramètres de base. C'est encore une fois extrêmement basique. Je peux venir choisir la température des couleurs. On va y revenir au moment des mesures. Je vous le dis tout de suite, il faut basculer sur quelque chose de chaud pour obtenir une calibration à peu près convenable. On a le choix du gamma, mais alors n'espérez même pas aller trouver la gestion fine du gain ou de la gestion de la saturation des teintes, calibration du niveau de blanc, correction des teintes RVB, etc. Il n'y a pas tout ça. On a dans l'aspect vidéo avancé des appellations pour lesquelles on n'a aucune explication. Là, on est à des lieues de ce que fait la concurrence. Vous avez des petits infobulles pour vous expliquer à quoi sert telle et telle fonction. Et en fait, par exemple ici, le DNR, qui est le Digital Noise Reduction, qui est l'atténuation des bruits numériques, la réduction des bruits numériques. Ça, le contrôle de l'humain adaptable, je pense que c'est une mauvaise traduction, qui en fait, je pense, est
je ne sais même pas si c'est la gestion du rétroéclairage un petit peu plus fine, des tests que j'ai pu faire, ou si c'est un quelconque capteur de luminosité ambiante qui serait dedans et qui gérerait ça par rapport à la luminosité. Je n'ai pas vu d'impact sur le truc. Ensuite, on a la réduction des bruits numériques MPEG par rapport aux différents flux qu'on va pouvoir envoyer. On a un mode film DI, encore une fois, arrêt ou auto. Bon, qu'est-ce que ça fait? Bon, on ne sait pas trop. Et on a ce fameux MEMC, si jamais j'arrive à retrouver l'acronyme, je vous le mettrai en synthé. Allumer ou arrêter, bas, moyen. Et voilà, une nouvelle fois, très peu d'explications. Voilà, donc on a un minimum d'accès ici dans les options et on n'a absolument pas accès à plus de calibration, plus de réglages, y compris sur les traitements processeurs. Le processeur en lui-même, d'ailleurs, c'est un Mediatek MT5660 que je ne connaissais absolument pas, en tout cas pas du tout dans le monde de la télé. Donc du coup, oubliez aussi la gestion du VRR ou des choses comme ça, un petit peu plus abouties. Et moi, ce qui me perturbe vraiment, c'est que là, par exemple, je vais lancer Netflix. Alors là, hop, faut pas être ultra pressé. Il faut pas être pressé aussi si jamais vous n'avez pas activé le boot rapide dans les menus du téléviseur, hein, parce qu'il peut prendre vraiment très longtemps à démarrer ce téléviseur si jamais ce système de boot rapide n'est pas activé. Et puis même s'il est activé et que le lendemain matin il s'est mis en veille profonde et que vous voulez relancer le truc, du coup vous aurez quand même un beau délai à attendre pour qu'il s'allume. On est donc de nouveau là ici par exemple sur Netflix et là moi j'ai plus accès à mon mode, à mes options avancées, alors que je suis dans mes programmes vidéo, j'ai pas accès aux réglages. Donc les fameux Digital Noise Reduction, la luminosité, la saturation, etc. Je suis de nouveau sur un mode basique. Donc voilà, c'est pour ça que je tenais vraiment à temporiser parce que je voulais avoir des réponses sur ces questions. Je voulais savoir pourquoi. Et en fait, le pourquoi, c'est que je n'ai pas de réponse. C'est-à-dire que ça sera mieux l'année prochaine, mais là, on n'aura pas mieux sur la partie logicielle. Alors, je peux comprendre que au vu de ce que peut évoquer la technologie OLED et de cette qualité d'image perçue, on se dise, ok, moi je l'allume, j'utilise mon téléviseur, je le mets en mode standard, je règle mon volume et puis ça va bien. Sauf qu'on est quand même sur un produit à 1 200 €. Donc je veux bien que le constructeur se dise, je vais démocratiser l'OLED, je serai capable de proposer du 55 pouces à 1 000 €, ce qui est super, génial, top, pourquoi pas, ravi. Mais ne négligez surtout pas la partie logicielle parce que c'est aujourd'hui, il faut qu'on ait des attentes là-dessus et il faut rester rigoureux quand même un petit peu sur un tel segment de produits. Voilà, et puis l'OLED inspire aussi le côté premium, mais encore une fois, bon voilà. Voilà, donc ça c'est la partie un petit peu plus, voilà, vous me sentez sans doute hésitant aussi sur tous ces petits points parce que j'aurais aimé que la marque me réponde plus précisément. Ça sera mieux, a priori, en 2021, donc à suivre. On va quand même se faire un petit tour du côté de la qualité de l'image. Allez, on ne change pas, une équipe qui gagne, attention, ça va aller très vite. Je suis sur l'extrait de Marco Polo que vous commencez à connaître sur la chaîne. Et alors forcément, c'est propre. Alors j'ai ici tous les éclairages qui sont en place. Je vais baisser un petit peu l'intensité lumineuse. Mais vous allez le voir, on est quand même sur une dalle OLED qui produit une belle image. Vous l'avez sans doute vu. Ici, avec le menu, l'icône Dolby Vision, le logo Dolby Vision s'affichait. On a basculé sur des modes Dolby Vision lumineux et sombres. Là, pour le coup, il se passe bel et bien quelque chose lorsqu'on fait un petit peu varier cette intensité lumineuse. En revanche, si les angles de vision sont bons, vous allez voir avec la scène qui est tout de suite après, et là déjà, dans les détails, dans les vêtements de Marco justement, qu'il y a moins cette exploitation du signal HDR, cette capacité à venir déboucher des zones, à bien exploiter la luminosité, les ressources de la dalle. Là typiquement, alors quand on est dans le noir, encore une fois évidemment, c'est bien meilleur. Mais c'est meilleur, mais c'est pas au niveau, c'est pas ce que j'attendais. On n'est pas encore sur quelque chose qui exploite suffisamment bien la dalle, selon moi. Je pense qu'elle en a encore un petit peu sous le pied. Et je pense que c'est vraiment lié à ce traitement, à ce processeur qui, voilà, il va falloir que Metz bosse là-dessus, travaille sur cette technologie-là,
pour encore améliorer un petit peu son produit, parce que voilà, c'est propre. J'ai pas noté de défauts particuliers de fluidité, etc. Alors on faudra peut-être aller jouer un petit peu dans les options, mais souvenez-vous encore une fois que pour accéder aux options, là je l'ai pas. Donc ça veut dire qu'il faut que je retourne dans mes sources HDMI 1 pour venir faire mes réglages de fluidité, etc., de luminosité, pour ensuite revenir sur Netflix. Non, c'est pas possible. Donc vous avez vu, hein, sur des scènes sombres, c'est quand même pas très simple pour ce téléviseur, même si j'ai quand même retrouvé ce petit quelque chose, hein, du rendu Dolby Vision, ce petit truc un petit peu chaud auquel moi je suis sensible et que j'aime bien. Et lorsqu'on est sur des contenus qui mettent ces dalles plus à l'aise, avec des contenus YouTube en l'occurrence ici, mais voilà, on est sur cette boucle que vous commencez à bien connaître et qui est flatteuse. C'est franchement flatteur. Voilà, on est sur quelque chose qui, moi je comprends qu'en magasin, les gens voient ce genre de démo et se disent « Ah ouais, c'est plutôt cool, l'image est belle ». Mais moi, ce que j'ai envie de dire à Met, c'est n'oubliez pas, encore une fois, ce traitement logiciel. Faites-nous quelque chose l'année prochaine sur vos modèles qui aille exploiter encore mieux, offrir la possibilité aussi aux utilisateurs de venir apporter un petit peu plus de réglage. Donc, c'est un début. Voilà, c'est un début, c'est flatteur, mais encore une fois, allez-y tranquillement. Je comprends qu'en magasin, les gens voient ce produit et se disent « Ah ouais, c'est quand même très cool, le produit est joli, on est sur une dalle OLED, on a une petite barre de son qui va bien parce que pour le coup, le son est quand même plutôt pas mal, plutôt détaillé, plutôt puissant. » Mais moi, j'ai envie de dire, moi en tant qu'expert télé, attendons 2021. Soyons prudents, de toute façon, les stocks sont en train de fondre comme neige au soleil sur ces modèles-là. Il y aura peut-être un petit peu de réapprovisionnement courant 2021, au tout début de l'année, mais moi je suis plutôt curieux de voir ce qu'ils nous réserve pour 2021. Et ce qui m'emmène aussi à un autre sujet, qui est le jeu vidéo. Et donc, sur la partie jeu vidéo, on a un mode jeu sur le téléviseur. Il y a la possibilité de désactiver, comme je vous le montrais, les différents signaux, les traitements, etc. pour réduire un petit peu l'impact du traitement via le processeur sur le retard à l'affichage. Et le problème, c'est que ça ne change absolument rien. J'ai mesuré un input lag de 110-112 millisecondes. Et alors là, c'est beaucoup trop. L'input lag, retard à l'affichage entre la prise et la dalle. Et là, on est sur plusieurs images de décalage. J'ai eu ce qui a donné lieu à des commentaires sur une photo que j'avais postée parce qu'un des abonnés me disait « J'ai ce téléviseur, j'ai branché ma console avec Assassin's Creed Valhalla, j'ai des gros effets de déchirure, etc. Enfin, du tearing. » Et donc du coup, j'avais commencé à me dire « Attends, mais moi, c'est pas ce que j'ai constaté. Je vous le dis objectivement, c'est pas ce que j'ai constaté sur mes premières sessions de jeux vidéo. » Et donc du coup, je suis allé voir un petit peu avec ce qui se passait du côté de l'input lag. Je me suis dit « Ok, 110 millisecondes, c'est juste pas possible en 2020 d'être sur une dalle avec un tel résultat. » Et aujourd'hui, on est sur 18 millisecondes chez Sony, on est sur moins de 10 millisecondes chez Samsung, aux alentours des 10 chez LG, etc. Enfin, c'est juste pas possible. On ne peut pas être à autant dans la gestion de l'électronique. Et donc, c'est aussi ce qui a temporisé la vidéo. J'ai contacté le constructeur. Il m'a dit « Ok, regardez du côté de ce réglage-là. Ce réglage-là, bon, ça n'y a absolument rien changé. Peut-être que j'aurai une réponse au moment où je publierai cette vidéo. Auquel cas, s'il y a du changement, eh bien, je ferai le nécessaire pour corriger ça dans la vidéo. Mais en l'occurrence, pour l'heure, eh bien, c'est pas un téléviseur qui est vivement recommandé pour le jeu. Je ne sais pas du coup si je suis allé au bout de ma petite phrase quant à la réaction de certains qui m'ont dit « C'est cool, je lance mon tir le mardi et puis il est répercuté sur le jeu le vendredi. » Bon, évidemment, c'est absolument pas ça. Mais c'est pas un téléviseur optimal pour le jeu vidéo. Voilà. Il faut également faire un tour du côté des mesures. Alors comme je le disais, il n'y a pas de mode cinéma sur ce téléviseur et donc on se focalise sur le mode standard. J'ai fait une première vague de mesures dans ce mode avec les réglages de base et très rapidement je me suis rendu compte que c'était très mauvais. En fait, il suffit pour corriger un petit peu tout ça, de passer les réglages du téléviseur en mode chaud, mais également d'aller jeter un coup d'œil du côté du gamma et de le basculer en mode sombre. Et là, on arrive à quelque chose de presque acceptable, en tout cas, j'ai vu pire. Le delta E moyen, par exemple, est mesuré à 5,11. Souvenez-vous, je vous le dis à toutes les vidéos, il faut que le delta E soit à 3 ou en deçà pour que la colorimétrie soit parfaite. Donc, là, on n'y est pas tout à fait. La température est vraiment trop froide, 7487 K au lieu des 6500 K de référence. En revanche, bonne nouvelle, la couverture de l'espace colorimétrique Rec 709 est assurée à 100%.
et en même temps, j'ai envie de dire, rien d'extraordinaire aujourd'hui là-dessus. La luminosité max avec cette mire à 10% est mesurée à 433 nits, mais comme d'habitude, elle chute à 140 lorsque la mire occupe 100% de la dalle. Alors ça, c'était les mesures pour les contenus SDR. Du côté du HDR, avec les mesures réalisées sous l'espace colorimétrique DCI-P3, eh bien bonne nouvelle, la dalle est capable de couvrir 98% de cet espace et environ 70% pour l'espace colorimétrique BT2020. Là aussi, c'est assez classique. Comme quoi, eh bien, c'est vraiment un problème de calibration des couleurs, puisque lorsqu'on s'intéresse aux mires, aux mesures, eh bien on voit bien que cette dalle est capable d'aller couvrir les extrémités du spectre, ce qui est plutôt pas mal, et donc là c'est vraiment un manque d'optimisation, un manque de calibration. En mode Dolby Vision, excellente surprise puisque j'ai pu mesurer un delta E de 3,79. Alors c'est une excellente surprise, c'est encore pas parfait, mais c'est beaucoup mieux. 3,79 donc dans le meilleur des cas sur le Dolby Vision, et ça c'est plutôt pas mal du tout avec une échelle de gris bien mieux calibrée notamment. Alors je vous aurais bien dit qu'il est simple de corriger les défauts mesurés par la dalle, sur cette dalle pardon, mais en fait, eh bien, comme je le disais aussi par ailleurs, sachant qu'il n'y a pas d'autres options de réglage, puisqu'on ne peut pas aller chercher les réglages pour chaque teinte, eh bien il faudra se contenter de cela. Là encore, il faut vraiment que Metz offre plus de latitude à ses utilisateurs. Voilà, pour conclure, j'ai plutôt envie de dire en l'état qu'il est urgent d'attendre en fait. Voilà, si certains parmi vous eh bien, l'ont acheté parce que j'avais publié une vidéo et que vous l'aviez plutôt trouvé cool, eh ben, j'espère pour le coup qu'il vous procure entière satisfaction, parce que ça serait vraiment dommage que ce ne soit pas le cas. Mais sachez évidemment qu'une vidéo de présentation ne vaut pas une vidéo de test, une fois qu'on a fait les mesures, etc. D'autant que là, il y avait d'une certaine manière une vraie volonté de vous présenter ce petit truc là qui était en plus en promo, pas très cher, etc. Qui avait ce côté engouement de la découverte. Mais voilà, là maintenant j'ai fait les mesures. Il y a des choses que je vous ai partagées qui me dérangent, mais on n'est à pas grand chose. C'est du fine-tuning, c'est du logiciel, c'est aller exploiter un petit peu mieux le processeur. Donc j'espère que sur 2021, tout ça, ça sera la belle et grande surprise de la part de Metz, ce qui n'enlève rien encore une fois au coup de cœur que je peux avoir pour le design de ce produit. Je les remercie encore une fois de m'avoir envoyé ce téléviseur. Si j'ai des éléments de réponse entre-temps, après même avoir partagé cette vidéo, je les ajouterai dans la partie commentaires, etc. Donc voilà, donc c'était une découverte intéressante, mais voilà, patientez un petit peu, le meilleur peut-être reste à venir si vous n'avez pas craqué. Et si jamais vous allez le voir en magasin et que vous dites « Ok, moi ça me convient parfaitement », eh bien pourquoi pas, voilà. Le choix vous appartient, le choix final vous appartient. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Une nouvelle fois, si c'est le cas, vous savez quoi faire. On like, on commente, et puis on partage, et puis on s'abonne pour tous ceux qui ne seraient pas déjà abonnés. N'hésitez pas, les réseaux sociaux également que vous voyez s'afficher, et puis le channel Discord si vous voulez échanger avec moi, la communauté, etc. On commence à être pas mal sur ce canal, le lien est dans la description. Partagez-nous vos expériences avec les téléviseurs et avec d'autres produits, parce que vous verrez, il y a plein d'autres catégories, les vidéoprojecteurs, etc. Bref, je ne sais pas exactement quand elle va être publiée cette vidéo. Si elle est publiée avant les fêtes de fin d'année, eh bien je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. J'espère que 2021 se passera quand même bien mieux que 2020, parce qu'on a quand même bien galéré avec cette situation, cette crise sanitaire, etc. Donc j'espère que 2021 fera en sorte très vite que tout ça soit loin derrière nous dans le passé. Et si c'est une première vidéo pour 2021, eh bien j'ai envie de dire bonne année. Voilà, c'est un peu facile tout ça. Quoi qu'il en soit, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao. J'étais dans un cirque avant.